la Haute-Vienne. En l'espace d'une semaine en Dordogne, elle fait 250 morts, à l'aide de la brigade nord-africaine. Et elle continue donc en Corrèze. Et ensuite, vous avez la répression de l'été 44. Alors vous voyez, hein, si on fait un aller-retour entre les deux cartes, là vous avez une répression quand même ponctuelle, qui, en ce qui concerne l'année 44, le premier semestre ne concerne que l'ex-zone sud, enfin la zone sud, région de Grand Maquis, et là, ça s'étend à la quasi-totalité du territoire français. La répression s'intensifie, et les régions jusque-là absolument pas touchées, comme la Bretagne, vous voyez, sont véritablement martyrisées. C'est que la résistance s'est renforcée, les maquis étaient importants en Bretagne, et les opérations de répression sont évidemment extrêmement violentes. Dans cette répression, une unité se distingue, son trajet marqué en rouge ici. Vous l'avez deviné, il s'agit de la division Das Reich, la deuxième SS Panzer Division Das Reich, qui venant de l'Union soviétique, avait été cantonné du côté de Montauban pour se retaper un peu, où on lui a injecté des centaines et des centaines de malgré-nous d'origine alsacienne, ce qui posera problème après au moment des procès d'après-guerre. Et cette unité, une fois reconstituée, le 8 juin, elle reçoit, le général Lamerdine qui la commande, reçoit l'ordre de remonter vers la Normandie. Mais il ne s'agit pas d'une course de vitesse pour venir s'opposer au débarquement. Il s'agit d'abord, sa première mission, c'est d'éradiquer les maquis qui sont sur sa route. Donc elle va remonter par le Lot et Garonne, le Lot, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Vienne, etc., jusqu'à effectivement à arriver en Normandie. Et sur son trajet, vous savez donc qu'il y a Tulle et Oradour en particulier. Voilà, donc la France entière est martyrisée, là on le voit, par ces grands massacres. Alors, je termine par l'interprétation que l'on peut faire de cette politique de répression et les débats auxquels cette politique a donné lieu. L'interprétation, on va faire comment comprendre cette politique, les origines de cette répression extrajudiciaire. Il y a d'abord la phobie traditionnelle de l'armée allemande vis-à-vis des francs-tireurs, qui remonte loin, qui remonte à la guerre de 70 en particulier, 70, et qui s'est affirmée au début de la guerre 1914. Les Allemands ont vraiment peur de ces francs-tireurs, peur de cette résistance issue du peuple, ça entraîne une véritable psychose. Et le moindre incident est déformé, amplifié et entraîne des représailles disproportionnées, sans commune mesure avec les incidents, quelquefois complètement, d'ailleurs, pas inventés, mais mal interprétés. Et on le sait, en 1914 par exemple, quand les Allemands déferlent en août-septembre 14 en Belgique et dans le nord de la France, ou les Ardennes, ils tuent 8000 civils en l'espace de quelques semaines. 8000 civils dans des représailles extrêmement dures contre de pseudo-francs-tireurs. Et cette phobie s'exacerbe entre 1940 et 1945. Bien sûr, les Allemands ne reconnaissent pas aux combattants issus de la résistance le statut de combattant d'une armée régulière. Ils sont considérés comme des terroristes, passibles de la mort, avec ou sans condamnation. Alors cette répression, elle va donc s'appliquer sur les résistants authentiques, mais elle s'applique aussi sur les civils considérés comme des soutiens aux résistants. Il y a en même temps, et on l'a dit déjà ce matin, mais évidemment c'est le prolongement, une surdétermination de cette répression par l'idéologie nazie. D'abord par le racisme et l'antisémitisme, le racisme avec le massacre des soldats coloniaux en 1940, le massacre de juifs parce que juifs en 1944, d'abord en mars-avril en Dordogne, c'est le premier exemple massif par la Bremer, sur ordre, c'est pas un accident, la Bremer a comme ordre d'exterminer les maquis de Dordogne, d'exercer des répressions sur les civils pour les dissuader évidemment de soutenir les maquis, et quand ils arrivent dans une localité, ils encerclent la localité, ils vont à la mairie, ils exigent du maire, du président de la délégation spéciale, du secrétaire de mairie, la liste des juifs de la localité, ils vont chercher les juifs, les hommes sont abattus sur place, les femmes et les enfants sont déportés. Ceci donc, Bremer. Mars-avril 1944.
Et cette politique, on va la retrouver dans d'autres régions avec d'autres unités. J'ai travaillé sur la Haute-Vienne, sur la Creuse, les colonnes allemandes qui sont envoyées, le colonel Ottenbacher dans la Haute-Vienne, la brigade Gesser, ont la même politique, simplement ils fusillent moins, ils déportent plus. Mais au fond, la politique est la même. Et il y aura, à la veille de la libération dans la région lyonnaise, de grands massacres de juifs, parce que juifs, hein, qui sont tirés des prisons lyonnaises et massacrés. Voilà, donc une répression associée à des pratiques génocidaires lors de ces opérations militaro-policières dans les maquis. Ensuite, il y a dans la surdétermination de la répression par l'idéologie nazie, il y a une cohérence entre ce que l'on a vu ce matin, la répression judiciaire, et la répression dont nous parlons cet après-midi, extrajudiciaire, entre répression et persécution. Parce que pour les nazis, l'ennemi fantasmé, prioritaire, c'est le judéo-bolchevisme. Et les communistes et les juifs, on l'a vu, sont dès 1941 les cibles principales de la répression judiciaire, voire l'importance des communistes et des juifs parmi les condamnés à mort, dans le choix des otages, qui est concomitant avec les rafles de 1941, et les déportations des premiers convois de juifs sont des déportations, bien sûr, qui vont se révéler génocidaires, parce qu'il va arriver aux hommes à l'arrivée, mais ce sont des déportations qui s'inscrivent aussi dans la politique de répression. Les premiers convois sont des convois d'hommes qu'on déporte. Voilà, l'intensification des massacres en 1943-1944 s'intègre aussi dans une radicalisation de la répression légale, puis extrajudiciaire, et des persécutions. Je viens de le rappeler, l'été 41, c'est le début des condamnations de masse, des otages, puis des déportations raciales et de répression. Au printemps 42, on l'a dit ce matin, la SIPO-SD, la SS, supplante la Wehrmacht dans la direction de la répression en France, qui est désormais sous de la responsabilité d'Auberg à Paris et des commandeurs de la SIPO-SD en province. Qui mettons comme commandeur de la SIPO-SD dans la région de Limoges, dans Haute-Vienne, ce qui correspond à la région R5 en gros pour la résistance. Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne. Là où les pratiques que l'on a vues tout à l'heure sont mises en œuvre par la Brenner. Qui place-t-on? On place Auguste Meyer. Auguste Meyer, il commandait un Einsatzkommando de l'Einsatzgruppen C, qui a sévi en Ukraine. Il avait 10 000 juifs sur la conscience, en Ukraine. Et c'est lui qui est nommé à la tête de la SIPO-SD dans la région de Limoges. Donc, il n'est pas étonnant que la Brenner ait, disons, pratiqué ce genre de politique. Le 18 octobre 1942, Hitler promulgue ce qu'on appelle l'ordre commando, exécution automatique des commandos alliés parachutés derrière les lignes en territoire occupé. Donc, dès octobre 1942, Hitler décide que ces parachutistes anglais ou américains qui seront envoyés en aide à la résistance subiront le sort des résistants. Ils ne sont pas reconnus comme combattants. Et en 1944, c'est l'apogée évidemment, radicalisation extrême. Là, c'est le haut commandement de la Wehrmacht qui promulgue d'abord l'ordonnance Sperl, qui était l'adjoint de Rundstedt pour le haut commandement à l'ouest, 12 février 1944. Je cite: la troupe doit répondre immédiatement par le feu quand elle est attaquée par la résistance française. Si l'on atteint les civils en ripostant par le feu, ce fait sera regrettable, mais sera exclusivement la faute des terroristes. Si les tirs proviennent d'un bâtiment, les soldats doivent incendier cette maison. Dans la situation actuelle, il n'y a pas de raison de sanctionner le chef d'une unité qui imposerait des mesures trop sévères. Vous avez cette phrase? Dans la situation actuelle, il n'y a pas de raison de sanctionner le chef d'une unité qui imposerait des mesures trop sévères. C'est un permis de tuer sans limite. Au contraire, ajoute Sperl, il faudra punir un chef trop souple, car il met la sécurité de ses hommes en danger. Il est cité par Peter Lebe. L'ordonnance Sperl a été complétée le 4 mars par un ordre du maréchal Keitel, qui était le chef de l'OKW directement sous les ordres d'Hitler, selon lequel les francs-tireurs capturés avec une arme à la main devaient désormais être fusillés et non plus livrés aux tribunaux militaires. Le 8 juin 1944, le commandement allemand promulgue une directive concernant les départements de la Dordogne, du Lot et de la Corrèze. Il y est stipulé que, je cite, pour rétablir l'ordre et la sécurité, il faut prendre les mesures les plus draconiennes pour détourner par la terreur les habitants de ces régions continuellement infestées, pour qu'elles perdent enfin l'envie d'accueillir les groupes de résistants et d'accepter d'être gouvernés par eux, et en avertissement pour la population entière. Alors, emblématique évidemment de cette radicalisation, les Waffen-SS de la Das Reich,
Tulle, Oradour, Argenton-sur-Creuse, des massacres qui dominent la mémoire collective. Selon Jean-Luc Leleu, qui est un historien de Caen, qui a fait sa thèse sur les Waffen-SS à l'ouest, la Das Reich aurait à elle seule exécuté près de la moitié des individus considérés comme francs-tireurs entre le 6 juin 1944 et le 4 juillet 1944. C'est-à-dire que cette division est responsable de la mort d'au moins 4000 personnes. Mais le souvenir de la Das Reich et de ses forfaits tend à accréditer la fausse idée que les atrocités sont essentiellement imputables au SS, au Waffen-SS, dédouanant ainsi la Wehrmacht. Et ces grands massacres tendent à faire oublier les centaines de massacres, regardez la carte, statistiquement moins importants, qui ont marqué la mémoire des gens touchés, sans accéder forcément à une notoriété nationale ou internationale. Et c'est l'intérêt d'aujourd'hui d'entendre les récits concernant Maillet et Signe, qui sont beaucoup moins connus qu'Oradour, Tulle, par exemple. Alors, la Das Reich, on peut dire que c'est une unité de soldats politiques, fanatisés, ayant l'expérience de l'Est et de sa brutalisation, de son ensauvagement, qui transfère son expérience de l'Est à l'Ouest, à l'instar d'autres unités, notamment SS. Mais il faut souligner que cette brutalisation à l'Ouest est aussi le fait d'unités qui ne viennent pas de l'Est, notamment la Bremer, la division Bremer, ou d'unités de la Wehrmacht, telles que la 157e division de réserve dans les Alpes, le Jura et les Alpes, division du général Faume. C'est-à-dire qu'en fait, en 1944, la plus grande partie de la Wehrmacht est devenue l'armée de Hitler, pour reprendre l'expression de l'historien Omar Bartov. Et je termine en évoquant les termes d'un débat, des arguments entre historiens autour de la radicalisation de la répression allemande en France de la fin 1943 à l'été 1944. Il y a controverse autour de deux questions. La première, c'est quel est le partage de responsabilité entre la Wehrmacht d'une part, SS et SIPO-SD d'autre part. Et la deuxième question, c'est l'évaluation du degré de violence à l'ouest, par comparaison à l'est, où l'Allemagne, dès 1941, mène une guerre d'extermination, une guerre d'anéantissement, impliquant des massacres massifs de civils et notamment de juifs. Et là, on a trois analyses très divergentes. Pour Heinrich Meyer, j'ai évoqué ces auteurs au début. Pour Heinrich Meyer, l'historien allemand, il faut partir de la reconstruction de la perspective des coupables pour comprendre et évaluer cette politique. Reconstruction donc de la perspective des coupables, c'est une expression utilisée par Raoul Hilbert, qui est le grand historien de la Shoah, pour comprendre la politique allemande. Ce faisant, les violences induites à l'ouest comme à l'est, elles le sont par un même socle idéologique, les mêmes représentations fantasmées de l'ennemi. Et pour Heinrich Meyer, sans atteindre l'intensité constatée sur le front russe, la violence de la répression, notamment de la Wehrmacht, a été longtemps sous-estimée. Pour lui, Oradour et la Dordogne sont des paroxysmes et non des exceptions.